Dans cette séquence, nous allons aborder la notion d'exploitation entre les êtres vivants. Le premier exemple que nous allons étudier est celui de la prédation. L'étude d'une pelote de réjection va nous permettre d'aborder quelques caractéristiques de la prédation. Il s'agit des produits de la régurgitation des rapaces à l'issue de leur repas. L'étude du contenu des pelotes de réjection permet d'étudier le régime alimentaire du rapace à l'origine de cette pelote. Les poils font évidemment partie des petits mammifères qui ont été mangés et la pelote contient les fragments osseux qui n'ont pas été digérés. Voici par exemple dans ce tableau une approche du régime alimentaire de la chouette effraie étudiée pendant 5 ans entre 2009 et 2013. L'étude du régime alimentaire permet de montrer son évolution au gré des proies disponibles dans l'environnement. On constate par exemple un appauvrissement de la population des mulots ou des campagnols en 2013 par rapport aux années précédentes, ce qui va entraîner une modification du régime alimentaire de la chouette qui va s'orienter en majorité vers des petits oiseaux. Nous allons étudier maintenant les caractéristiques du parasitisme. Nous pouvons l'aborder en évoquant les maladies à transmission vectorielle qui ont été étudiées en classe de seconde et qui constituent des exemples de parasitisme. Le paludisme est lié à la présence d'un vecteur qui est le moustique Anophèle femelle. Ce moustique femelle possède un appareil buccal qualifié de piqueur-suceur qui va lui permettre de prélever du sang chez son hôte. Les moustiques mâles, qui en général se nourrissent de liquides comme le nectar des fleurs, ne possèdent pas ce type d'appareil et donc ne piquent pas. On observe ici un frottis sanguin d'un individu impaludé, c'est-à-dire qui a contracté le paludisme. Parmi les très nombreux globules rouges ou émassifs visibles sur ce cliché, on peut distinguer 2 protozoaires parasites du genre Plasmodium, qui est l'agent responsable du paludisme. L'observation en détail du frottis sanguin met en évidence que les globules rouges hébergent des parasites à différents stades de développement. Ces stades de développement du Plasmodium portent des noms scientifiques comme le stade schizonte, le stade trophozoïde ou le stade de l'anneau. On peut rappeler le cycle parasitaire du Plasmodium. Lorsque le moustique Anophèle femelle infecté nous pique, il nous injecte les plasmodiums qui se trouvaient dans ses glandes salivaires. Le parasite va se reproduire d'abord dans notre foie, puis va gagner nos globules rouges à l'intérieur desquels il va engager un nouveau cycle de reproduction. À l'issue de cette phase de reproduction, certains stades du parasite vont se retrouver dans le sang et pourront être prélevés par un moustique à l'occasion d'une nouvelle piqûre. Ce moustique Anophèle femelle devient à son tour infecté, donc capable de transmettre le paludisme à un autre être humain. Parce que le plasmodium se développe aux dépens de son hôte en lui causant des troubles, qui peuvent aller jusqu'à la mort, sans rien lui apporter en échange, il s'agit donc de ce qu'on appelle un cas de parasitisme. Il existe beaucoup de maladies vectorielles transmises par des insectes, des acariens, des vers ou d'autres animaux. Le moustique tigre Aedes albopictus ou le moustique Aedes aegypti transmettent des maladies comme la dengue ou le chikungunya, y compris en France avec leur apparition par exemple dans le département du Var. Les moustiques du type Culex pipiens peuvent transmettre la fièvre du Nil et l'encéphalite japonaise. Et le moustique phlébotome transmet ce que l'on appelle des leishmanioses. Abordons maintenant un deuxième exemple de parasitisme chez les végétaux cette fois-ci. On peut observer sur cette photographie un plant de luzerne autour duquel s'enroule un plant de cuscute. Il est possible de réaliser une extraction des pigments foliaires de la luzerne et de la cuscute afin de les identifier par chromatographie sur papier. Le premier document qui est présenté ici correspond à la chromatographie des pigments photosynthétiques de la luzerne, en particulier les chlorophylles que l'on connaît bien. La luzerne est donc une plante capable de réaliser la photosynthèse en captant l'énergie lumineuse lui permettant d'initier une production de molécules organiques. En revanche, la chromatographie chez la cuscute met en évidence l'absence de pigments chlorophylliens, c'est-à-dire l'incapacité de réaliser la photosynthèse pour la cuscute. On doit en déduire que le métabolisme de la cuscute doit être un métabolisme hétérotrophe, contrairement au métabolisme autotrophe de la luzerne.
On peut donc formuler l'hypothèse que la cuscute va prélever des molécules organiques chez la luzerne, ce qui constitue une situation de parasitisme. Dans cette expérience, on place durant plusieurs heures un plant de luzerne éclairé dans une enceinte dont l'air contient du dioxyde de carbone radioactif. Cette configuration doit donc permettre à la luzerne de réaliser la photosynthèse en consommant le carbone minéral radioactif pour le transformer en molécules organiques qui auront intégré cette radioactivité. Ensuite, le plant de luzerne est placé dans une enceinte dont l'air ne contient pas de dioxyde de carbone, puis on fixe une cuscute sur la luzerne. On s'attend à ce que la cuscute prélève des molécules organiques radioactives chez la luzerne. On constate effectivement que la concentration de sucre radioactif dans la cuscute va augmenter de jour en jour après qu'on ait fixé la cuscute sur la luzerne, ce qui nous permet de valider notre hypothèse. La cuscute est une plante parasite qui prélève chez son hôte, la luzerne, des molécules organiques qui lui serviront dans son métabolisme hétérotrophe. On peut évoquer un troisième exemple de parasitisme avec le gui. Le gui est une plante parasite qui se nourrit au détriment de son hôte en se greffant sur les arbres. Le gui projette des semences qui vont se coller sur les arbres grâce à leurs propriétés physiques. Ensuite, des petits crampons vont se fixer sur l'arbre, permettant la croissance de la plante. On se demande comment le gui exploite sa plante hôte. On peut formuler l'hypothèse qu'il puise dans la sève de son hôte. Une sève qui circule dans des vaisseaux conducteurs transpercés par les suçoirs du gui. Quand on retire l'écorce de l'arbre, on peut observer l'invasion des tissus de l'arbre par des structures venant du gui que l'on dénomme appareil ostorial. La réalisation de coupes fines observées au microscope permet de montrer le développement de cet appareil ostorial qui vient se connecter au niveau des tissus conducteurs de sève appartenant à l'arbre. Il s'agit donc d'un cas de parasitisme. Nous pouvons terminer en passant en revue quelques exemples de parasitisme que certains ont peut-être déjà observés dans la nature, comme les galles des végétaux par exemple.